Samedi 23 avril, bonjour à tous et bienvenue sur RTI 1. Il est 6h30 et c'est l'heure de vous informer. Les élections à la Fédération ivoirienne de football auront lieu ce samedi. Le vote sera ouvert à partir de 10h à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. 81 membres devront s'exprimer pour élire le nouveau président de la FIF ainsi que le vice-président et les membres de la commission de gouvernance, d'audit et de conformité. Un scrutin à suivre sur les antennes du groupe RTI. Le ministre Roger Félix Adom a passé la main à son successeur, Amadou Koulibaly. Le ministre de la Communication va désormais cumuler les deux portefeuilles. Une passation supervisée par le secrétaire général adjoint de la présidence de la République. Les détails avec Frédéric Oulaï et Mahama Traoré. Reconduit comme ministre de la Communication dans le nouveau gouvernement, Amadou Koulibaly hérite aussi du portefeuille de l'économie numérique. Ce matin, il a reçu le dossier lié à ce portefeuille des mains de son prédécesseur, Roger Adom. Le ministre sortant exprime sa reconnaissance au président de la République et au défunt Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et Ahmed Bakayoko. À son successeur, Roger Adom présente les défis du secteur de l'économie numérique. Les défis sont nombreux. Nous avons besoin du numérique pour accélérer la transformation de notre économie. Ce n'est pas vraiment des choses qui sont réellement perceptibles aujourd'hui, mais si on va aller beaucoup plus vite, si on veut accélérer, le numérique et le digital prennent tout leur sens. Et je suis persuadé que le ministre Amadou Koulibaly aura cette capacité-là. Je sais qu'il a beaucoup de talent. Dès sa prise de fonction, Amadou Koulibaly est fait commandeur de l'ordre du mérite de l'économie numérique. Il rend hommage à son prédécesseur pour avoir boosté le secteur de l'économie numérique à travers les réformes entreprises, acquis qu'il s'engage à capitaliser et à consolider en s'inscrivant dans la continuité. Des initiatives ont été prises par vous afin de réformer ce secteur et apporter des réponses aux problématiques qui sont complexes et nombreuses. J'arrive conforté et assuré que tous les acquis glanés durant votre passage à la tête de ce ministère seront capitalisés, consolidés, parce que mon action s'inscrit dans la continuité. Le ministre de la Communication et de l'économie numérique exhorte ses collaborateurs à œuvrer en synergie en vue de relever les défis. Après 4 années passées au ministère des Eaux et Forêts, Alain Richard Donwayi s'en va. Le nouveau ministre Laurent Tchagba s'est engagé à capitaliser les acquis de son prédécesseur. Retour sur le film de la passation des charges avec ce reportage de Grace Kando. Tout à 14e étage, ici c'est le ministère des Eaux et Forêts. Le cabinet a désormais un nouveau locataire. Laurent Tchagba, anciennement ministre de l'Hydraulique, reçoit les dossiers de ce département ministériel des mains du sortant Alain Richard Donwayi. Je voudrais relever qu'en l'espace de 4 ans, nous avons pu obtenir des résultats à plusieurs niveaux. J'en citerai quelques-uns. La création de 2 directions générales, le passage régional de 12 à 24, l'augmentation du nombre de directions départementales, de cantonnements et de postes forestiers. En outre, grâce à la bienveillance et au soutien financier de son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous avons pu équiper nos services en outils informatiques, en équipement de bureaux, puis avons doté les services de matériel roulant. Il faut y ajouter des armes et des munitions. Nous sommes un corps paramilitaire, des gilets pare-balles et les GPS. Des acquis que le ministre Laurent Tchagba entend capitaliser. Le travail de la préservation de la forêt, de la faune est essentiel parce que c'est la forêt qui crée le microclimat et le microclimat qui permet l'évapotranspiration et cette évapotranspiration qui atteint la condensation et qui permet la pluie. Et quand il y a la pluie, c'est en ce moment qu'il y a l'eau dans les rivières. Et c'est tout cet ensemble-là que nous devons maîtriser avec la participation des uns et des autres. Désormais, ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba aura passé 4 ans à la tête du ministère de l'Hydraulique. La phase 1 des travaux de réhabilitation du CHU de Yopougon se déroule très bien. C'est le ministre Pierre Demba qui l'a annoncé jeudi dernier.
Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle était lui-même sur le terrain pour voir l'évolution des travaux. Il a annoncé que la capacité d'accueil de l'établissement sera revue à la hausse. Khalil Diomandé, Didier Nguissan pour le commentaire. Après sa reconduction à la tête du ministère de la Santé, Pierre Demba est déjà sur le terrain pour adresser les grands chantiers. Présent cet après-midi au centre hospitalier universitaire de Yopougon, il constate l'état d'avancement de la première phase des travaux de réhabilitation lancés en 2020. Les travaux de cette phase concernent l'extension du bloc opératoire, du service d'urgence et de réanimation. À cela s'ajoute la rénovation des services de traumatologie, de néonatologie, de pédiatrie et de neurochirurgie. Pour l'heure, les travaux vont bon train. C'était important en tant que ministre de venir voir comment les choses se passent et surtout s'il y a des adaptations à apporter pour qu'à la fin, cet établissement soit non seulement fonctionnel, mais qu'il soit durable. Il y a du travail important qui est en train de se faire. Conformément à nos prévisions, ils sont à plus de 65% et je pense que c'est en bonne voie. Sur la date de réouverture du CHU de Yopougon, Pierre Demba rassure. Mais on a fait mieux, c'est-à-dire qu'initialement, il fallait faire une première phase, réceptionner avec un fonctionnement, je pourrais dire, à minima de l'établissement et entamer les travaux de la deuxième phase. L'option que nous avons prise à mi-parcours, c'est donc de combiner les deux phases et de terminer l'ensemble du chantier donc en fin d'année 2023. Et je pense que nous sommes sur la bonne voie. Pour le moment, le calendrier qui a été arrêté est suivi. Et donc, je pense que nous allons donc arriver à bon port. En plus de sa restauration totale, le CHU de Yopougon sera doté d'un plateau technique de dernière génération, conformément aux normes internationales. Et sa capacité d'accueil passera de 450 à plus de 500 patients. Le coût global des investissements est estimé à plus de 40 milliards de francs CFA. En attendant sa mise en fonction, l'hôpital général de Yopougon-Atié, inauguré il y a un mois, est ouvert pour assurer la continuité des soins des populations de la commune. Si vous avez la chance de visiter une école, un lycée ou encore un collège, vous verrez de près les activités du personnel d'éducation. Ces derniers assument les charges de surveillance, d'administration et d'encadrement des élèves, le tout conformément à des missions et à un cahier de charges. Comment ce personnel arrive-t-il à contribuer à l'amélioration de la politique éducative en Côte d'Ivoire? C'est la question à laquelle ce reportage que je vous propose maintenant de découvrir va tenter d'apporter un élément de réponse. C'est dans le dossier Vie d'ici, un dossier réalisé par Jean-Marc Hadjadji. C'est la récréation ce matin au lycée Garçon de Bingéville. Dans le bâtiment de l'administration, au bureau du personnel d'éducation, règne une ambiance bon enfant. Ici, les inspecteurs et éducateurs scolaires s'activent. Suivi des dossiers de la scolarité, gestion des emplois du temps, entretien avec les parents d'élèves, des tâches au quotidien. En ce début d'après-midi, Marie-Mathilde est encore présente dans les classes à ce moment de la journée. Elle veille au respect du règlement intérieur de l'école. Vous gardez vos masques, vous restez fourrés tout le long de la journée. L'éducateur, il a un chronogramme d'activité en fait. Dès son arrivée en établissement scolaire, il démarre sa journée avec l'accueil des élèves, qui ne se fait désormais plus au portail, mais plutôt dans la cour de l'école. Il en profite pour faire un petit contrôle de l'aspect vestimentaire de l'élève. Surveiller, accompagner et administrer se résume en l'action du personnel d'éducation. Derrière ces vocables se cachent bon nombre d'enjeux et de situations. Calendrier scolaire perturbé, acte d'incivisme des élèves dans le district d'Abidjan et à l'intérieur du pays. Les inspecteurs d'éducation font leur état des lieux et expliquent. Les apprenants qui ne sont pas toujours obéissants, qui ont des difficultés familiales qui impactent sur leur travail ici. Responsables d'établissements, enseignants, éducateurs, tous subissent l'indiscipline de leurs apprenants. Au centre multisectoriel Mohamed VI de Yopougon, Gaëtan encadre des centaines d'élèves. C'est aussi depuis son bureau qu'il assure le suivi du travail de ceux qu'il appelle communément ses enfants. Au vu de leurs frasques, Gaëtan accuse. Il y a beaucoup, on est en formation professionnelle, qui savent pourquoi ils sont venus là, pourquoi ils sont là.
on essaie de les accompagner comme on peut. Mais il y en a beaucoup d'autres qui, par contre, il faut vraiment courir derrière eux. En réunion de rentrée, on invite les parents pour qu'on se rencontre. Ceux qu'on reçoit en première année avec leurs parents. Mais les parents ne viennent pas. Ici, ce sont les bulletins de l'année passée que les parents refusent de venir retirer. J'ai devant moi 3 BT d'éco. Ceux-là, ils ont eu leurs examens, ils sont partis. Mais sur 12 élèves, il n'y a que 2 parents qui sont présentés pour prendre les bulletins. La question de l'impact du personnel d'éducation sur l'encadrement des élèves touche plus d'un. Les éducateurs sont pointés du doigt. La réaction de certains enfants sur vraiment, ce n'est pas satisfaisant. Mais on ne peut pas les blâmer tout de suite. Il faut d'abord les soutenir à la base. Malheureusement, on assiste même à des situations où ce sont les éducateurs eux-mêmes qui empirent la situation des enfants. Par exemple, ils vont même avec nos filles. Les éducateurs, ils ne font pas vraiment le travail qu'il faut. Parce que la preuve, nos enfants sont livrés à eux-mêmes. Si quelqu'un qui est suivi ne peut pas faire ce qu'on peut de la sorte. Pour moi, ils doivent se revoir les modes d'emploi, revoir les formations. Au lycée Djedji Amondi Pierre d'Adjamé, les élèves ont l'occasion de développer de nouvelles compétences tous les mercredis après-midi. La danse urbaine, le slam, les métiers de l'audiovisuel et de la mode sont au menu des séances. J'adore la mode, je veux percer dans ce métier. Voilà pourquoi j'ai décidé de venir apprendre à l'école et envisager plus tard d'aller dans des agences. Grâce à ça, j'ai réussi à m'affirmer plus en classe, à parler sans gêne. Une alternative pour mettre les élèves dans de meilleures conditions de formation, selon Olivier. Si les établissements secondaires, même primaires, s'y mettent véritablement dans ce type d'activité, les jeunes apprenants n'auront pas le temps de pouvoir se livrer à la précipitation pour aller en congé, pour qu'on connaisse le cas de Boumbouesso comme on vient de le connaître, parce qu'ils auront de l'intérêt pour l'école. Malheureusement, c'est des types d'activités qui demandent beaucoup de moyens. L'Alliance syndicale du personnel d'éducation de Côte d'Ivoire, ACPESI, veut s'inscrire dans la vision d'une école de qualité. Mis souvent au banc des accusés, les éducateurs en milieu scolaire revendiquent une nouvelle définition des rôles et des contours de leur mission. La fêtière veut en faire son cheval de bataille. Nous pensons que l'État aujourd'hui doit se pencher sur plusieurs éléments, parmi lesquels nous pensons qu'en premier, il nous faut revaloriser la note de conduite pour que le respect et la discipline s'installent dans les écoles, pour faire baisser le taux d'inadaptation, d'irrégularité. Il n'y a plus de kermesses, il n'y a plus de tournois interclasses, et vous trouvez en fin de semestre ou de trimestre que les enfants sont laissés pour compte. Donc nous pensons qu'il faut revivre tout cela. La fonction d'éducateur est une profession peu ou mal connue selon les acteurs. Leur omniprésence est cependant remarquée dans le quotidien des établissements scolaires. Ce personnel d'éducation de Côte d'Ivoire a siégé durant 10 mois dans le comité scientifique des États généraux de l'éducation nationale. Objectif, donner un nouveau souffle au système éducatif ivoirien. Ce processus vient d'arriver à terme avec un contenu de 18 000 pages de réflexion. Éducateurs et inspecteurs d'éducation, tous fondent leur espoir en ces travaux initiés par le gouvernement. Un dossier de Jean-Marc Adjadji que vous pourrez retrouver bien sûr sur le groupe RTI. L'accès des femmes à la propriété foncière est désormais une réalité en Côte d'Ivoire. Un projet d'appui vient d'être lancé et il bénéficie de l'accompagnement de l'USAID. Il vise à renforcer l'inclusion et la solidarité et permettra de réduire les conflits en la matière entre les parties prenantes. C'est un reportage d'Espérance Diakale avec le commentaire de Lanciné Bakayoko. 2,6 milliards de francs CFA. C'est le financement mobilisé par l'Agence des États-Unis pour le développement international USAID pour le projet d'appui à l'accès des femmes à la propriété foncière. Mis en œuvre en octobre 2021 pour une durée de 3 ans, ce projet vient renforcer l'accès des femmes aux services juridiques et régler les conflits d'ordre foncier dans les zones rurales et urbaines. Les communautés concernées vont être sensibilisées à partir des campagnes de communication et des plaidoyers sur le foncier et les droits des femmes. Le projet a été conçu pour faire face aux inégalités qui persistent en Côte d'Ivoire en matière d'accès à la terre. Et la terre étant la base de tout le développement, de l'agriculture, de l'activité économique, surtout au milieu rural. L'USAID a jugé nécessaire, en partenariat avec le gouvernement,
à mettre en place ce projet pour pouvoir réduire ces inégalités. Nous sommes tous convaincus, n'est-ce pas, que la vision de l'État est correcte, que plus on enlève les obstacles qui empêchent les femmes de s'épanouir pleinement, plus on enlève ces obstacles, mieux c'est pour la société tout entière. Tout le monde y gagne. Au cours de ce projet, une enquête sur les connaissances, les aptitudes et les pratiques relatives au genre a été menée afin de collecter des données liées à la conception qu'ont ces populations du foncier. Nous nous félicitons donc des résultats de cette étude qui propose une stratégie pour une approche plus pertinente dans la perspective de l'amélioration de l'accès des femmes à la propriété foncière. Il est véritablement important pour nous que les femmes qui sont à la base de la sécurité alimentaire de notre pays puissent avoir accès au foncier pour pouvoir exprimer tout le dynamisme qu'on leur connaît au niveau de la production et de la transformation de nos productions agricoles. Le projet est mis en œuvre dans 6 régions du nord et de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Les villes retenues pour les principales activités sont Korogo, Man et Djiglo. Et on termine avec l'actualité internationale qui nous conduit au Mali, où les révélations faites hier vendredi par l'armée française sur la mise en scène d'un charnier à Gossi, dans le nord du pays, ont amené l'armée malienne à réagir dans la soirée. Dans sa version des faits, les femmes affirment avoir essuyé des tirs indirects de la part d'auteurs inconnus. Le communiqué précise par ailleurs que l'état de putréfaction avancé des corps indique que ce charnier existait bel et bien avant la rétrocession du camp et que par conséquent, les FAMA ne peuvent être tenus pour responsable. Voilà, c'est la fin de ce point d'information. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve ce soir à 23h.